Monsieur, vous pouvez patienter dans la salle à gauche? J'ai pas besoin de patienter. Je veux juste signaler quelque chose. On va vous appeler. Il a pas crié. Il a pas tapé sur le comptoir. Il a juste hoché la tête et s'est assis. Droit. Les deux mains sur les genoux. Sa veste était vieille, propre, mais usée. Il tenait une enveloppe froissée. Sur la table basse, des brochures sur la sécurité domestique et les vols de voitures. Lui, il pensait juste à son fils. Samy a 17 ans. Hier soir, il est rentré avec la lèvre fendue et l'œil violet. Il a dit qu'il était tombé, qu'il allait bien. Mais en rangeant son sac, le père a vu le papier. Un rapport de retenue scolaire, signé en urgence, avec une annotation en rouge, ramené par la police pour comportement agressif. Il a rien dit à Samy. Il l'a laissé dormir. Mais ce matin, il est venu ici. Pas pour se plaindre. Pas pour se venger. Pour comprendre. Pour dire, quelqu'un a touché à mon fils. Et j'aimerais qu'on m'explique pourquoi. Il est 10h17. La salle est calme. Deux personnes attendent. Une femme avec un enfant qui pleure. Et un jeune en t-shirt noir qui scrolle sur son téléphone. À 10h28, un agent sort. Grand, ton sec. Il l'appelle? Monsieur. Ouattara. Bakary Ouattara. Venez. Il le suit dans un petit bureau. Table, 2 chaises, ordinateur. Il s'assoit. Pose l'enveloppe. C'est pour une plainte? Je sais pas. J'ai besoin de comprendre d'abord. Le policier le regarde, sans expression. Expliquez. Bakary ouvre l'enveloppe. Montre le rapport. Raconte les faits. La lèvre, l'œil, la phrase de Samy. Puis le silence. Je veux savoir s'il a été frappé. Et par qui? L'agent tape quelque chose. Vous étiez où hier à 19h10? Chez moi. J'ai fait à manger. Quelqu'un peut le confirmer? Ma fille. Elle a 9 ans. Silence. L'agent continue. Et votre fils, il est connu des services? Quoi? Antécédent. Problème, incident. Non. Enfin, pas à ma connaissance. Le policier regarde l'écran, fronce les sourcils. Il a été signalé 2 fois pour trouble dans un établissement scolaire. C'est pas un délinquant. C'est un ado. L'agent lève les yeux. Je dis pas le contraire. Il se lève. Sort du bureau. Laisse Bakary seul. 1 minute. Puis 2. Puis 5. Quand il revient, il est accompagné. Une collègue. Blonde, la cinquantaine. Pas de sourire. Monsieur Ouattara, suivez-moi s'il vous plaît. Pourquoi? C'est pour clarification. Dans le couloir, 2 autres agents les rejoignent. Un murmure quelque chose à l'oreille de l'autre. Bakary ne comprend pas. Mais il sent. L'atmosphère a changé. On le fait entrer dans une autre salle. On referme la porte. Vous avez des papiers d'identité? Oui. Dans ma poche. Il les sort. Lentement. On peut voir votre sac? J'ai pas de sac. Très bien. Restez là. Encore seul. Il regarde la caméra au plafond. Il se dit, j'ai rien fait. J'ai juste parlé. Après 10 minutes, la porte s'ouvre. 2 agents entrent. Monsieur Ouattara, vous êtes placé en garde à vue pour comportement suspect et possible obstruction à une enquête en cours. Quoi? Le ton que vous avez employé avec notre collègue, et les éléments rapportés sur votre fils. Mais je suis venu demander une explication. Et vous l'aurez. Avec un avocat. Ils le font se lever. Le plaque contre le mur. Lui passe les menottes. Il ne résiste pas. Il regarde juste la caméra. Et il pense, ils m'ont entendu. Mais pas écouté. Il est 11h02 quand il est placé dans une cellule. Il pense à sa fille, qui attend à l'école. À Samy, qui ne saura pas où est son père. À sa femme, qui n'est plus là depuis 3 ans. Et à sa mère, en Côte d'Ivoire, qui lui disait toujours,
quand tu dis la vérité trop tôt, on t'accuse avant qu'elle soit utile. Il ne sait pas encore que dans 2 heures, un autre agent va vérifier les caméras du commissariat scolaire. Qu'il verra une image floue d'un agent de sécurité tenant Samy par le bras, un peu trop fort. Que ce même agent, en voyant le dossier, dira « On a peut-être été un peu vif hier ». Et qu'à 13h40, Bakary sortira. Sans excuse. Sans explication. Sans dossier. Juste un papier à signer. Et une phrase. Vous êtes libre de partir. Il regardera l'agent. Ne dira rien. Et partira. Mais ce qu'il porte avec lui ce jour-là, ce n'est pas juste une injustice. C'est une certitude. Qu'il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut encore qu'on accepte de t'écouter. Il a signé sans lire. Juste un geste mécanique. Un trait noir sur un formulaire, comme s'il autorisait lui-même à être traité comme un suspect. Quand on lui a dit qu'il pouvait partir, il n'a pas répondu. Il s'est levé, a pris ses affaires enfin, ce qu'il avait encore et a franchi les portes du commissariat sans se retourner. Personne ne l'a raccompagné. Personne ne lui a dit au revoir. Il était libre. Sur le papier. Mais dans sa tête, tout était encore verrouillé. Il a marché longtemps. Sans trop savoir où. Le vent soufflait, les voitures passaient, mais lui n'entendait rien. Il pensait à Samy, à Esmé, à ce qu'il allait leur dire. À comment expliquer qu'un père qui voulait juste protéger son fils a fini menotté, humilié, suspecté. Il avait encore le papier dans la poche, libération sous réserve. Et un numéro de téléphone. Une ligne si besoin. Il ne l'a même pas regardé. Il a froissé la feuille, l'a glissée dans une poubelle de rue et a continué à marcher. Quand il est arrivé chez lui, il était presque 14h30. La petite Esmé était déjà rentrée de l'école. Elle dessinait à la table de la cuisine, les jambes croisées sur sa chaise, concentrée sur un papillon aux ailes bleues. Quand elle l'a vu, elle a levé la tête et couru vers lui. « Papa !» Il l'a prise dans ses bras. D'abord doucement, puis plus fort. Elle s'est collée à lui, puis s'est reculée en plissant le nez. « Tu sens bizarre. J'ai marché longtemps, mon cœur. T'as pas mangé ? Pas encore. » Il s'est assis. Elle a repris ses crayons, sans poser plus de questions. Il l'a regardée en silence pendant quelques minutes, reconnaissant qu'au moins elle ne demandait rien. Vers 15h15, Samy est rentré. Il avait toujours son œil marqué et une petite coupure sur la lèvre. Il est entré doucement, un peu sur la défensive, comme s'il sentait que quelque chose clochait. « Papa, t'étais où ce matin ? J'ai appelé plusieurs fois. Je sais. Tu répondais pas. T'étais où ? » Bakary l'a regardé longtemps. « T'as mangé ? Papa. Assieds-toi. » Samy s'est assis. Il avait 17 ans, mais dans ce moment-là, il paraissait plus jeune. Plus fragile. « Tu vas bien ? Vraiment ? Ça va. Tu veux me dire ce qui s'est passé hier soir ? » Silence. Samy regarde la table. Puis hausse les épaules. « J'ai rien fait de mal. Un gars embêtait un autre, je suis intervenu. La sécurité est arrivée, ils m'ont chopé. Ils ont dit que je gueulais, que je provoquais. Mais c'est pas vrai. Ils t'ont frappé ? » Samy hésite. « Pas vraiment. Enfin, j'ai pas compris. Ils m'ont plaqué contre le mur. Ils ont crié. Et après ? Après ils m'ont ramené au lycée. Ils ont dit que c'était juste une intervention préventive. Mais j'ai vu comment ils me regardaient. Comme si j'étais dangereux. Comme si j'étais pas à ma place. » Bakary serre les poings. Son cœur bat fort. Il aurait envie de hurler. Mais il ne dit rien. Il hoche la tête. Puis se lève. « Je vais me reposer un peu. » Il monte dans sa chambre. S'allonge sur le lit. Ferme les yeux. Mais il ne dort pas. À 17h43, son téléphone vibre. Numéro inconnu. Il hésite, puis décroche. « Allô ? Monsieur Ouattara ? Oui. Je suis Léa, assistante sociale au commissariat. Je vous appelle parce que, enfin, j'étais là ce matin. Je vous ai vu entrer. Et vous ai vu sortir. Et je voulais juste vous dire que,
ce que j'ai vu ne m'a pas semblé normal. Bakary ne dit rien. Il n'a pas la force. Je sais que ce n'est pas grand-chose. Je ne parle pas au nom de la police. Mais en tant qu'être humain, je voulais m'excuser. Il soupire. Merci. Si vous avez besoin d'en parler, je suis là. Même juste pour vider un peu ce que vous avez sur le cœur. D'accord. Elle raccroche. Et il reste là, le téléphone à la main. Il ne sait pas pourquoi, mais ça lui fait du bien. Le lendemain matin, il dépose Esmé à l'école. Samy part seul. Avant de sortir, il pose une main sur l'épaule de son père. Je sais pas ce que t'as fait. Mais je sais que c'était pour moi. Merci. Bakary répond sans regarder. C'est normal. Il ferme la porte. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sent ni en colère, ni coupable. Il se sent épuisé. Mais debout. Il n'est pas allé au commissariat. Il n'est pas retourné se plaindre. Il est allé dans un centre social du quartier. Une petite structure, presque invisible, coincée entre une pizzeria et une laverie automatique. Bonjour, je peux vous aider ? Demande le jeune homme à l'accueil. Je cherche un endroit où on peut parler de ce qu'on vit. Sans qu'on nous regarde comme si on avait déjà fait une connerie. Vous êtes au bon endroit. Il s'assoit. On lui sert un café. Il raconte tout. Pour la première fois, sans interruption. Sans qu'on lui dise « Est-ce que vous avez des antécédents ?» À la fin, le responsable du centre lui propose de participer à un groupe de parole. Juste pour partager. Pas pour s'exposer. On est plusieurs ici à avoir vécu des situations pareilles. Ça fait du bien de poser les mots. Bakary accepte. Pas pour lui. Pour Samy. Pour que, peut-être, demain, son fils ne vive pas la même chose. Le mercredi matin, il est revenu au centre social. Pas pour se plaindre. Pas pour revendiquer. Juste pour dire ce qu'il avait sur le cœur. Ils étaient 8 dans la salle. Des hommes, des femmes, jeunes, plus âgés, tous avec des histoires différentes. Mais quand Bakary a commencé à parler, quelque chose s'est posé dans l'air. Pas un silence gêné. Un silence d'écoute. Il a raconté l'entrée au commissariat. L'accueil. Les questions. L'instant où il a compris que tout basculait. Pas dans un cri. Pas dans un geste. Juste dans un regard. Et puis dans les menottes. Ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait venir en paix, parler calmement, sans colère, et malgré tout, finir traité comme une menace. Une femme a dit, moi aussi, j'ai vécu ça. Mais au tribunal. J'étais venu pour mon frère, et on m'a demandé si j'étais la nounou au point. Un jeune homme a murmuré, ils m'ont fouillé devant ma petite sœur. Un autre, j'ai plus envie d'entrer dans aucun bâtiment officiel. Même pour voter. Bakary a écouté. Il n'a pas tout compris. Mais il a senti qu'ils parlaient tous de la même chose. D'un même mur, qu'on ne voit pas toujours, mais qu'on sent à chaque pas. Un mur qui ne crie pas. Qui ne frappe pas. Qui vous laisse passer, mais vous fait comprendre que vous n'êtes pas à votre place. Après la séance, l'animateur du groupe est venu lui parler. Ce que vous avez dit, c'était fort. Et vrai. Est-ce que ça vous dérangerait de le raconter ailleurs? Dans une école, par exemple. Devant des jeunes. Pas pour faire une leçon. Pour partager. Bakary a réfléchi. Il n'était pas orateur. Il ne voulait pas devenir un exemple. Mais il pensait à Samy. Et à tous les autres Samy qui allaient grandir sans savoir ce qui les attend. D'accord. Une semaine plus tard, il se retrouve dans une salle de classe. Lycée professionnel. Terminale. Des jeunes de 16 à 19 ans. Casquette, écouteurs, regard désabusé. Il monte sur l'estrade. Il n'y a pas de micro. Pas de présentation PowerPoint. Juste lui. Et son histoire. Je m'appelle Bakary. J'ai 45 ans. J'ai 2 enfants. Et il y a 2 semaines, je suis allé au commissariat pour porter plainte. Je suis ressorti menotté. Les têtes se lèvent. Il continue. Il raconte sans forcer. Sans dramatiser. Juste les faits. Les regards.
les gestes, le silence et l'humiliation. Je vous dis pas ça pour que vous ayez peur. Je vous le dis parce que je veux que vous soyez prêts. Que vous sachiez que ça arrive. Même si vous parlez bien. Même si vous vous tenez droit. Même si vous êtes correct. Un élève au fond lève la main. Monsieur, ça sert à quoi alors? Si même quand t'es calme, on te traite comme un voyou? Bakary le regarde. Ça sert à montrer qu'on n'a pas honte. Et que même si eux ne voient pas qui on est, nous, on le sait. Silence. Et peut-être qu'un jour, ce sera vous, l'agent, le prof, le juge. Et là, vous vous souviendrez de ce que vous avez entendu. Et vous laisserez pas passer. À la fin, quelques élèves viennent le voir. Merci, monsieur. Vous avez parlé comme mon oncle. C'est la première fois que quelqu'un nous parle comme ça ici. Vous revenez quand? Bakary sourit. Il n'a pas encore digéré tout ce qu'il vit. Mais il sent que ça a du sens. Et c'est déjà beaucoup. Le lendemain, il reçoit un appel. Numéro inconnu. Il hésite. Puis décroche. Monsieur Ouattara? C'est le commandant Lefebvre, du commissariat. Son cœur s'accélère. Je vous appelle suite à votre passage il y a 10 jours. J'ai pris connaissance de votre situation et je souhaite vous voir, si vous êtes d'accord. Pourquoi? Pour parler. Pour comprendre. Et peut-être, pour réparer un peu. Bakary accepte. Pas pour lui. Pour poser ces mots là où le silence s'était imposé. Le rendez-vous est fixé à 10h30. Il arrive 10 minutes en avance. Cette fois, il ne va pas au guichet. On vient le chercher. On lui serre la main. On lui dit bonjour. Déjà, c'est différent. Dans le bureau du commandant, les stores sont ouverts, la lumière naturelle entre. Ça change tout. Monsieur Ouattara, je ne vais pas vous mentir. Ce que vous avez vécu n'est pas acceptable. Mais c'est arrivé. Et c'est notre responsabilité. Même si ce n'est pas moi qui vous ai accueilli, c'est mon équipe. Et je vous présente mes excuses. Bakary ne répond pas tout de suite. Je ne suis pas venu pour ça. Pourquoi alors? Pour que la prochaine personne qui entre ne ressorte pas avec des chaînes. C'est tout. Lefebvre hoche la tête. Est-ce que vous accepteriez de participer à une formation interne? On fait intervenir parfois des témoins, des citoyens. Pour parler aux jeunes recrues. Pas pour les juger. Pour les faire réfléchir. Bakary hésite. Il regarde le mur derrière le bureau. Il y a une photo, un groupe d'agents, tous en uniforme. Aucun ne lui ressemble. Je peux venir. Mais je veux pas être utilisé comme exemple de tolérance. Je veux juste dire ce que j'ai vécu. Sans filtre. Sans mise en scène. C'est exactement ce qu'on cherche. Le samedi suivant, il entre dans une salle de formation. 15 jeunes policiers. Uniformes impeccables. Notes prêtes. Il s'installe. Le formateur le présente brièvement, puis lui laisse la parole. Je suis Bakary. Je ne suis pas policier. Je ne suis pas avocat. Je suis juste un père. Et un jour, en voulant protéger mon fils, j'ai découvert que dans votre monde, ma parole ne valait pas plus que mon apparence. Les regards sont sérieux. Certains baissent les yeux. D'autres prennent des notes. Ils parlent pendant 30 minutes. Sans papier. Sans pause. Ils racontent tout. Le regard du premier agent. Le ton. Les menottes. Le froid. Le silence. À la fin, une jeune femme lève la main. Vous nous en voulez? Non. Mais je vous regarde. Et j'espère que vous regarderez mieux que ceux qui m'ont accueilli ce jour-là. Un jeune homme dit, je crois que si mon père vivait encore, il aurait parlé comme vous. Bakary répond, alors écoute-le encore. Dans ta tête. Chaque fois que tu poses une main sur quelqu'un. Ce jour-là, il ne reçoit pas de médaille. Pas de diplôme. Pas de fleurs. Mais en sortant, un des futurs agents vient le voir. Monsieur Ouattara, je voulais juste vous dire merci. Parce que je crois que c'est la première fois que je comprends vraiment ce que ça veut dire, être respecté, ou pas. Il sourit.
Ce n'est pas une victoire. Mais c'est une fissure. Et parfois, c'est par là que passe la lumière. Les semaines passent. Bakary continue à parler. De temps en temps. Sans obligation. Une école par-ci, un centre social par-là, une formation interne. À chaque fois, il raconte les mêmes faits. Mais ce ne sont jamais les mêmes silences. Ni les mêmes regards. Un jour, une prof de lycée lui dit « Vous avez mis des mots sur un truc que je sentais sans savoir l'expliquer. » Une autre fois, un éducateur lui confie « J'ai bossé 10 ans avec des jeunes, et je viens juste de comprendre pourquoi certains n'osent plus parler. » Un jour, il reçoit un mail. Objet, intervention publique, conférence sur la citoyenneté. C'est signé par un adjoint au maire. Texte poli. Invitation à partager votre expérience dans le cadre d'une table ronde organisée par la municipalité. Il relit le message 2 fois. Puis le laisse de côté. Le lendemain, il reçoit une relance. Cette fois, avec pièce jointe, affiche de l'événement. En bas, écrit en petit, avec le témoignage exceptionnel de Monsieur Bakary Ouattara. Il fronce les sourcils. Exceptionnel? Il n'a rien demandé. Rien provoqué. Il n'a pas levé de drapeau. Il a juste parlé parce qu'on l'a écrasé. Et maintenant, on veut faire de lui une vitrine. Il répond. Merci pour l'invitation. Je préfère ne pas participer. Ce que j'ai vécu n'est pas une anecdote à afficher. C'est une réalité. Une parmi tant d'autres. Il n'en parle à personne. Ni à Samy, ni au centre social. Il continue à vivre. Simplement. Sans bruit. Un samedi après-midi, il fait ses courses. Carrefour du coin, allées étroites. À la caisse, une femme le fixe. Il sent son regard, se tourne doucement. « Excusez-moi, vous êtes bien Monsieur Ouattara ? » « Oui. Je vous ai entendu à la MJC. Mon fils était là. Il m'a répété vos mots. Je voulais juste vous dire merci. » Il sourit. Hoche la tête. C'est gentil. Vous avez changé quelque chose chez lui. Il se tient plus droit. Il parle autrement. Il a dit « Y à un monsieur qui m'a fait comprendre que j'ai pas à baisser les yeux. » Bakary ne sait pas quoi répondre. Il dit juste « Merci de me le dire. » Mais dans sa tête, ça tourne. Il ne pensait pas changer quelqu'un. Il voulait juste ne pas être seul dans ce qu'il avait vécu. Le lendemain, un message arrive sur son téléphone. C'est Léa, l'assistante sociale du commissariat. « Salut Bakary. Je sais que tu veux pas trop t'exposer. Mais il y a un collègue, flic, qui aimerait te rencontrer. Il était là pendant ton intervention. » Ça l'a remué. « Je te laisse voir. » Bakary hésite. Pourquoi un flic voudrait lui parler? Encore une fois, il pense « Je ne veux pas devenir leur bonne conscience. » Mais il accepte. Il se retrouve dans un café discret, pas loin du centre. Le flic à la trentaine, look décontracté, regard droit. Il se présente. « Je m'appelle Yanis. Brigadier depuis 6 ans. J'étais là à ta prise de parole au centre. Et j'ai voulu te voir. En dehors du cadre. Pourquoi? Parce que t'as mis le doigt sur un truc que je vis de l'intérieur. Ce qu'on fait aux gens, parfois, c'est pas légalement fautif. Mais humainement, c'est grave. Tu l'as déjà fait? Silence. Oui. Pas comme ça. Mais j'ai laissé passer des comportements. J'ai détourné les yeux. J'ai laissé un collègue parler comme un chien à un père devant son gosse. Et j'ai rien dit. Bakary boit une gorgée de café. Et maintenant, tu veux faire quoi avec ça? J'ai pas la solution. Mais je veux commencer par pas me taire. Et par comprendre ce qu'on bouscule. Il reste là, à parler 1 heure entière. Pas en ennemi et policier. Juste 2 hommes qui regardent la même fracture, chacun de son côté. En partant, Yanis lui dit. Je sais que tu veux pas devenir un exemple. Mais tu peux devenir une voix. Et crois-moi, c'est rare qu'on écoute vraiment. Bakary le regarde. Je veux pas qu'on m'écoute pour ma douleur. Je veux qu'on m'écoute pour ce que je propose. Ce soir-là, il marche un peu plus lentement en rentrant. Samy l'attend dans le salon.
T'as encore parlé quelque part? Non. J'ai juste écouté. Et tu vas continuer? Je sais pas. Mais si j'arrête, je crois que je le regretterai. Alors n'arrête pas. Le lundi suivant, il reçoit une demande d'intervention dans une école de police à Lyon. Cette fois, pas pour témoigner. Pour construire un module d'échange avec les élèves. Il relit la proposition 3 fois. Pas de grands mots. Pas de promesses. Juste une vraie place à prendre. Une place pour dire ce qu'on vit. Et pour aider ceux qui veulent changer à ne pas recommencer. Il accepte. Pas comme victime. Pas comme modèle. Mais comme témoin vivant. Le lendemain, en passant devant la médiathèque, il voit une affiche « Cycle citoyen, témoignages et récits de terrain ». Il s'arrête. Son nom n'y est pas. Mais un flyer indique que plusieurs intervenants issus des quartiers viendront parler de leur rapport à l'institution. Il prend le flyer. Le met dans sa poche. Il hésite. Il pourrait y aller, écouter. Juste écouter. Mais il sait comment ça se passe. Une partie de la salle qui écoute avec le cœur. Une autre qui se crispe à chaque mot qui dérange. Il décide d'y aller. Anonyme. En fond de salle. Il s'assoit. Il reconnaît une femme qui avait assisté à son intervention dans le centre social. Elle le salue du regard. Discrètement. Le premier intervenant est un ancien surveillant pénitentiaire devenu éducateur. Le deuxième est une femme, ancienne greffière, aujourd'hui médiatrice. Quand elle prend la parole, elle dit une phrase qui le frappe. J'ai travaillé 20 ans dans des palais de justice. Et je peux vous dire une chose, dans les couloirs, on entend rarement ce que disent les pauvres. Parce que leur voix n'arrive jamais jusqu'aux portes. Bakary baisse les yeux. Cette phrase, c'est exactement ce qu'il a ressenti, là-bas, dans ce bureau froid, quand il parlait de son fils, et qu'on regardait l'écran au lieu de le regarder lui. À la fin, un micro passe dans la salle. Un homme demande. Pourquoi vous n'appelez pas ça du racisme, tout simplement? On tourne autour du mot, mais tout le monde voit ce que c'est. La médiatrice répond calmement. Parce qu'on veut que le mot garde du poids. Et parce qu'il faut aussi nommer les mécanismes, hiérarchie, mépris social, peur, réflexe de classe. Le racisme est là, oui. Mais il n'est pas seul. Bakary repart avec un mélange étrange dans le ventre. De la fatigue, mais aussi une envie de continuer. Il sent qu'il n'est pas seul. Et que, même sans être un militant, il est en train de devenir un point de passage pour d'autres. La semaine suivante, un mail arrive d'un lycée privé. Quartier calme, élève discret. Le directeur dit vouloir proposer à ses terminales une parole différente. Il n'ose pas écrire une autre réalité, mais Bakary le comprend entre les lignes. Il accepte. À une condition, que les enseignants restent dans la salle. Qu'ils écoutent aussi. Le jour venu, la salle est propre, silencieuse. Il entre. Les jeunes sont sages, mais fermés. Peu de sourires. Il commence. Je vais pas vous raconter une belle histoire. Je vais juste vous raconter un moment où j'ai compris que ma voix pesait moins que mon apparence. Il parle 40 minutes. Personne ne bouge. Un élève blanc, chemise repassée, cheveux bien coiffés, lève la main. Monsieur, est-ce que vous croyez que ça aurait été différent si vous aviez été habillé autrement? Je pense que si j'avais été blanc, même avec une veste usée, on m'aurait demandé, monsieur, vous avez besoin d'aide. Au lieu de qu'est-ce que vous faites là? Le silence est total. Un autre élève, au fond. Ça fait peur, ce que vous dites. Parce qu'on peut faire tout bien, et quand même être maltraité. Oui. Mais justement, il faut continuer à bien faire. Pas pour qu'ils vous respectent. Mais pour ne pas leur ressembler. Ce soir-là, en rentrant, il retrouve un message vocal sur son téléphone. C'est Yanis, le jeune flic. Salut Bakary, je voulais juste te dire que j'ai parlé de toi à un collègue. Il est formateur. Il voudrait te rencontrer. Rien d'obligatoire. Tu dis si t'es chaud. Il répond le lendemain. Je suis pas chaud. Mais je suis prêt. Quelques jours plus tard, il est dans une salle de formation, entouré de 6 instructeurs. Il ne connaît personne. Mais il reconnaît le langage corporel, mains croisées, sourcils levés, petit sourire en coin.
Il sait que certains sont là en recul, qu'il le voit déjà comme le civil sensible qui veut nous faire la morale. Il ne cherche pas à les convaincre. Il parle simple. Il raconte. Il regarde chacun dans les yeux. Il termine en disant : « Je suis pas venu vous accuser. Je suis venu vous dire que moi, j'ai survécu. Mais il y en a d'autres qui repartent brisés. Et pas parce qu'ils ont crié. Juste parce qu'ils étaient là au mauvais moment, avec le mauvais visage. » Un des formateurs s'avance à la fin. Un vieux briscard, cheveux gris, regard dur. « J'ai été celui qui accueille les gens comme toi, pendant 15 ans. Et je crois que j'ai jamais réfléchi à ce que je laissais derrière. Ce que tu dis, ça pique. Mais c'est juste. » Bakary ne dit rien. Il serre la main. Et il repart. Ce soir-là, il écrit dans son carnet. « Je ne suis pas un symbole. Je suis un homme à qui c'est arrivé. Mais si ce que j'ai vécu peut empêcher que ça arrive à d'autres, alors je parlerai. Jusqu'à ce que ça s'entende même là où on veut rien entendre. » Le mois suivant, tout s'est accéléré. On l'a sollicité pour une rencontre entre représentants d'associations et la préfecture. Puis pour un atelier d'écoute dans un foyer éducatif. Puis pour un témoignage en ouverture d'un colloque sur les violences administratives. Il a dit oui. Pas à tout. Mais souvent. Parce qu'il sentait que ce n'était plus pour lui. C'était devenu pour ceux qui, comme lui, n'avaient jamais eu l'occasion de poser leurs mots quelque part. Un jour, il reçoit un mail du rectorat. Objet, proposition de participation à une journée de réflexion citoyenne. Texte poli, invitation ouverte, mais en bas, une petite mention, présence à valider par les services préfectoraux. Ça le fait tiquer. Depuis quand faut-il valider la parole d'un citoyen venu raconter son vécu? Il ne répond pas tout de suite. 2 jours plus tard, un ancien collègue de son centre social l'appelle. Tu sais que ça commence à agacer certains ce que tu fais? Qui ça? Des élus. Des chefs de service. Ils disent que t'es partout. Que tu fais le tour des plaintes populaires, mot pour mot. Je fais juste ce qu'on m'a jamais laissé faire avant, parler. Je te le dis parce que je t'aime bien. Mais fais gaffe. Tu commences à gratter où ça démange. Bakary remercie. Mais il raccroche avec un goût amer. Il n'a jamais insulté, jamais dénoncé nommément, jamais inventé. Et pourtant, on commence à le craindre. Pas pour ce qu'il fait. Pour ce que ça montre. Quelques jours plus tard, on lui annule une intervention déjà prévue dans une école de police. Désolé monsieur Ouattara, un contretemps logistique. Nous reprogrammerons ultérieurement. Il comprend. Aucun contretemps. Juste un contre-ordre. Le même jour, à 16h40, il reçoit un message d'un instructeur qu'il connaît. Je suis désolé, Bakary. La direction a freiné. Trop sensible paraît-il. Trop actuel. Le soir, à la maison, il ne dit rien à Samy. Il joue aux cartes avec Esmé. Prépare des pâtes. Coupe les légumes. Mais dans sa tête, tout bouillonne. Il se revoit, là-bas, dans cette salle froide, menotté sans avoir crié. Et il pense, j'ai été traité comme une menace sans rien faire. Maintenant, je parle calmement, et je deviens une autre forme de menace. Le lendemain, il reçoit un appel de Yanis, le jeune policier avec qui il avait lié une forme de confiance. Ça va? On fait aller. T'as vu ce qui se passe? Je commence à sentir, oui. Ils veulent pas que tu parles plus fort. Ils veulent que tu parles ailleurs. C'est pareil. T'as envie d'arrêter? J'ai envie qu'ils arrêtent de se rassurer en me faisant taire. Silence. Tu veux que je parle de toi à la presse? Bakary réfléchit. Non. Je veux pas qu'on dise regardez comme il est brave. Je veux juste qu'on me laisse faire ce que je fais. Tranquillement. Le soir, il écrit dans son carnet. Je n'ai jamais crié. Mais ma voix est devenue trop claire pour eux. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas que je change de ton. C'est que je devienne flou. Invisible. Encore. Quelques jours plus tard, il reçoit une lettre. Pas un mail. Une vraie lettre. Enveloppe blanche. Cachet officiel. À l'intérieur, un courrier du cabinet de la préfecture. Langage administratif,
tournure floue. En résumé, on lui conseille temporairement de suspendre ses prises de parole dans les institutions publiques, le temps que le climat se stabilise. Bakary reste longtemps assis, lettre à la main. Puis il sort. Marche jusqu'au centre social. Entre sans prévenir. J'ai besoin d'un coin pour parler. On lui donne une salle. Il appelle 3 personnes. Puis 6. Puis 10. Le samedi, ils sont 15. Il ne parle pas de la lettre. Il ne parle pas de la censure. Il parle de ce que chacun a vécu. Ce que chacun a dû ravaler. Ce que chacun n'a jamais osé formuler à voix haute. Et quand la réunion se termine, une femme prend la parole. Elle a 60 ans, foulard coloré, regard doux. Vous êtes le premier homme que j'écoute et que je crois tout de suite. Pas parce que vous parlez bien. Mais parce que vous dites ce qu'on n'ose même pas se dire entre nous. Il baisse les yeux. Et pour la première fois, il a les larmes qui montent. Pas de rage. De reconnaissance. Le lundi suivant, un lycée demande à le recevoir. Il accepte. Il n'en parle à personne. Mais en arrivant, il voit 2 voitures de police garées devant. Il entre quand même. Un enseignant l'interpelle. « Monsieur Ouattara ? » ?»« Oui. »« On m'a dit que vous étiez annulé. »« Qui a dit ça ? » ?»« Je sais pas. » Ordre d'en haut. Il repart. Sans scène. Sans colère. Mais en lui, quelque chose bascule. Il rentre, s'assoit dans sa cuisine, et sort une feuille blanche. Il écrit. « Je ne suis pas un porte-drapeau. Je ne suis pas une figure. Je suis une voix. Et les voix, on ne les déprogramme pas. On les écoute. Ou on les fuit. » Il prit la feuille. Et la colle sur le mur au-dessus de son bureau. Juste pour se rappeler. Qu'il est venu parler, pas plaire. Il n'a plus cherché à être invité. Plus besoin d'être validé, approuvé, planifié. Il allait là où on l'appelait vraiment. Là où les gens avaient besoin d'entendre, pas d'applaudir. Parfois dans une salle municipale vide avec 8 chaises bancales. Parfois dans un gymnase mal chauffé avec 40 jeunes qui ne tenaient pas en place. Parfois même dans une épicerie du quartier, assis entre les cagettes, à parler avec 3 mamans pendant qu'un bébé pleurait. Il avait compris une chose essentielle, la vérité ne passe pas toujours par les micros. Elle se glisse là où les oreilles sont ouvertes. Un jour, il a croisé un ancien collègue. Le mec lui a tapé sur l'épaule, souriant, mais un peu mal à l'aise. « Alors, t'es devenu militant maintenant ?» Il a souri doucement. « Non. Je suis devenu libre. » Le type a haussé les épaules et est reparti. Pas fâché. Juste, incapable de comprendre. Et c'est là que Bakary s'est dit, c'est bon signe. Si certains comprennent pas ce que je fais, c'est que je le fais pas pour eux. Un matin, alors qu'il buvait son café dans le petit parc derrière l'école d'Esmé, une femme s'est approchée. Elle avait les traits tirés, une poussette fatiguée, un air de trop peu dormi. « Vous êtes monsieur Ouattara ? » ?»« Oui. »« On m'a parlé de vous. » Une dame du centre social. « Mon frère vient de sortir de garde à vue. Ils l'ont embarqué sans raison. J'ai besoin qu'on m'explique comment réagir. Pas pour l'instant. Pour la prochaine fois. » Il l'a écouté. Il ne connaissait pas tous les textes, toutes les procédures. Mais il savait quoi dire. Et surtout, il savait écouter sans juger. Et quand elle est partie, elle lui a serré la main comme si elle lui donnait quelque chose. Pas un merci. Une confiance. Le soir, à 20h45, il a reçu un message de Samy. « Papa, je t'écoute souvent sans te le dire. Mais ce que tu fais, c'est fort. Et si un jour tu veux que je parle aussi, je suis prêt. Pas pour moi. Pour les autres. Comme toi. » Bakary a souri. C'était pas un succès. Pas une fierté. C'était la trace. La trace qu'il laissait, sans bruit, mais qui restait. Le samedi suivant, il a retrouvé Yanis devant un kebab. Ils ont mangé en silence quelques minutes, puis Yanis a dit. « T'as vu, maintenant, même les jeunes flics parlent de toi en cours. Le civil qui fait réfléchir sans gueuler. C'est bien ou pas? C'est rare. Et les trucs rares, dans ce métier, ça fait peur. Moi, j'ai plus peur.
moi j'en ai encore. Mais au moins je sais d'où elle vient. Ils ont levé leur canette comme un toast silencieux. Pas à la victoire. À la lucidité. Un dimanche, dans une réunion de quartier, on lui a demandé de monter sur scène. Il a refusé. Je suis pas venu pour parler à tout le monde. Je suis venu pour parler à ceux qui m'écoutent. Et il s'est assis. À côté d'un ado timide qui a fini par lui dire. Moi, on m'a déjà menotté. Pour rien. J'avais 14 ans. Et t'as tenu debout depuis? Oui. Alors tu peux parler aussi. Un soir, alors qu'il rangeait des papiers dans sa cuisine, il est tombé sur cette fameuse enveloppe. Celle qu'il avait reçue en sortant du commissariat. Il l'avait gardée, malgré tout. Il l'a ouverte. Reprit le papier. Lut les mots encore une fois. Vous êtes libre de partir. Il a ri. Tout seul. Longtemps. Parce que c'était faux ce jour-là. Mais c'était vrai maintenant. Dans son carnet, il a écrit. Je ne veux pas devenir une image. Je veux rester une voix. Une voix qu'on entend même quand elle ne crie pas. Une voix qu'on reconnaît même quand elle ne se montre pas. Et si un jour je me tais, que d'autres parlent à leur tour. Avec calme. Avec vérité. Avec toute la rage contenue dans le silence qu'on nous a imposé. Il a fermé le carnet. Pris une grande inspiration. Puis, il est allé se coucher. Pas pour fuir le monde. Pour être prêt à recommencer demain. Voix off, mon message final pour toi. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Peut-être parce que tu te reconnais. Peut-être parce que tu connais quelqu'un qui l'a vécu. Ou peut-être, parce que tu refuses que ce genre de choses reste dans l'ombre. Bakary n'a jamais hurlé. Il n'a jamais insulté. Il n'a jamais menti. Il a juste parlé. Quand personne ne voulait écouter. Et c'est souvent ça, le plus dérangeant. La vérité dite doucement. Si cette histoire t'a fait réfléchir, alors partage-la. Et surtout, abonne-toi. Parce qu'ici, on donne une voix à ceux qu'on ne met jamais en première ligne. Et tant qu'on aura ton écoute, on continuera à raconter ce que d'autres essaient de cacher. Merci. Et à bientôt. Pour une autre histoire vraie.